Ce mois-ci a été l'un des plus chargés en intelligence artificielle. Google a commencé à parler de ce qui vient après l'AGI. Anthropic a averti que Claude évolue. Microsoft a révélé tout un nouvel écosystème de modèles d'IA. La Chine a rapproché les robots humanoïdes des capacités humaines. Fable 5 est devenue l'une des histoires d'IA les plus controversées du mois. Mais ce n'est que le début. Dans ce récapitulatif mensuel de l'actualité de l'IA, nous allons passer en revue les plus grandes avancées, alertes, sorties et moments qui ont fait de ce mois un véritable tournant. Parce que l'IA n'a pas ralenti ce mois-ci. Elle s'est accélérée. Alors, Google DeepMind vient de publier un article absolument énorme de 57 pages, et honnêtement, rien que le titre est assez fou. Il s'appelle De l'AGI à la SI, pas Comment atteindre l'AGI ou Quand l'AGI arrivera. Non, ils disent littéralement que l'AGI est le point de départ. Ils regardent déjà au-delà, ce qui est un peu fou quand on pense à quel point tout le monde s'est obsédé rien qu'à atteindre une IA au niveau humain. L'équipe derrière ça n'est pas un groupe de recherche quelconque non plus. On parle de Shane Legg qui a littéralement cofondé DeepMind avec Demis Hassabis et Mustapha Suleyman. Il est leur scientifique en chef de l'AGI. Et puis il y a Marcus Hutter, son directeur de thèse et l'homme qui a inventé la théorie de l'IA AX. 14 des plus grands esprits de l'IA se réunissent pour imaginer ce qui arrivera après avoir atteint l'intelligence humaine. C'est leur conversation actuelle. J'ai trouvé cela fascinant. La première section de cet article ne s'appelle même pas Introduction. Elle s'appelle Instruction de synthèse. Et tenez-vous bien, elle est écrite pour l'IA. Il donne littéralement des instructions à de futurs assistants IA qui pourraient être amenés à résumer ce rapport. Il demande à ces IA de bien clarifier les définitions, de ne pas condenser les listes et de juger si les conclusions tiennent dans le temps. Première fois dans l'histoire académique que des auteurs supposent qu'une IA lira leur article à la place des humains. Cela en dit long sur notre époque. Alors parlons de ce qu'ils sont en train de définir ici, parce que les définitions comptent beaucoup. Selon cet article, l'AGI est essentiellement un système qui atteint à peu près le niveau médian humain dans la plupart des tâches cognitives. Pas la plus intelligente, juste une personne moyenne. Si une IA peut raisonner, apprendre, planifier, communiquer, utiliser des outils et s'adapter à de nouvelles situations à ce niveau, c'est de l'AGI. Assez simple. Mais la SI, c'est là que les choses deviennent folles. L'intelligence artificielle surhumaine ne se limite pas à surpasser un expert humain dans une tâche. Ce système peut surpasser des dizaines de milliers des meilleurs experts travaillant ensemble, parfaitement coordonnés, pendant 10 ans sur un seul problème. Réfléchissez-y. Il ne s'agit pas de concurrencer une personne ou une entreprise. Nous parlons d'égaler les résultats d'un domaine entier de recherche professionnelle ou d'une immense entreprise qui s'investit totalement pendant 10 ans. Cela doit concerner presque tous les domaines. C'est le niveau d'exigence pour la SI. Il y a aussi ce troisième niveau qu'ils ont mentionné, appelé intelligence artificielle universelle ou AIXI, qui est en gros le plafond théorique absolu de l'intelligence. C'est mathématiquement prouvé, mais incalculable, donc on ne peut que s'en approcher sans jamais l'atteindre, comme la vitesse de la lumière en physique. Maintenant, c'est là que l'article devient vraiment intéressant. Ils exposent 4 voies principales allant de l'IAG à la SI. Honnêtement, chacune d'elles est terrifiante à sa façon. La première voie consiste à augmenter l'échelle, plus de puissance, de modèles et de données. C'est essentiellement ce qui nous a amenés ici en premier lieu. Au cours de la dernière décennie, la puissance de calcul pour les plus grands entraînements d'apprentissage automatique a augmenté exponentiellement, tandis que l'efficacité algorithmique s'est aussi améliorée. On n'ajoute pas seulement du matériel, on apprend aussi à mieux utiliser ce que nous avons. L'article propose cette expérience de pensée. Quand l'AGI apparaît, elle est très chère et seules 1000 instances peuvent fonctionner dans le monde entier. Mais avec un taux de croissance annuel de 10 fois, vous auriez 10 000 instances après 1 an, et après 5 ans, vous auriez 100 millions d'instances. Et voici le point clé. 100 millions d'AGI au niveau humain, ce n'est pas simplement 100 millions de travailleurs séparés. Ces entités partagent instantanément leurs connaissances, communiquent avec une bande passante élevée, se copient parfaitement et se coordonnent bien mieux que les humains. Elles n'ont pas besoin de réunions ni d'emails pour s'expliquer des concepts. Une instance découvre quelque chose et potentiellement 100 millions le savent aussitôt. Cette intelligence collective pourrait facilement être qualifiée d'ASI, même si chaque unité individuelle reste au niveau humain. Vous observez une civilisation numérique pensant des centaines de fois plus vite que nous.
Ensuite, le problème du mur de données se pose. Les IA actuelles apprennent à partir de contenus humains, textes, codes, images, vidéos, articles scientifiques. Cependant, nous ne générons pas de données humaines de qualité au même rythme exponentiel que croissent les modèles d'IA. À un moment, il manque de bonnes données pour l'entraînement. Cependant, l'article ne dit pas que cela arrêtera définitivement les progrès. Des solutions de contournement incluent les données synthétiques, les simulations, l'autojeu, l'apprentissage par renforcement et l'amélioration des résultats d'IA par auto-entraînement. La question est de savoir si ces données sont assez bonnes, car un entraînement naïf sur du contenu généré par l'IA peut vite dégrader les résultats. La deuxième voie concerne les changements de paradigme algorithmique, rendant l'IA fondamentalement différente, pas seulement plus grande. Actuellement, les modèles à base de transformers prédominent, entraînés sur de vastes données, puis affinés par ajustement et apprentissage par renforcement. Cela nous a permis d'avancer, mais de nombreux chercheurs estiment qu'il manque des éléments essentiels à une réelle IAG. Des choses comme une planification robuste à long terme, un apprentissage continu, une mémoire persistante, de meilleurs modèles du monde et la capacité d'opérer de manière fiable dans des environnements totalement ouverts. Un changement de paradigme impliquerait de nouvelles architectures, méthodes d'entraînement, systèmes de mémoire, formes de raisonnement et matériels comme les puces neuromorphiques ou l'informatique analogique. Le problème est que les changements de paradigme sont presque impossibles à prévoir avant leur arrivée. Si l'on connaissait à l'avance la prochaine percée, ce ne serait plus une surprise. Si cela arrive, toutes les prévisions basées sur l'échelle des systèmes actuels deviendraient fausses du jour au lendemain. Ensuite, il y a la troisième voie, et celle-ci se rapproche le plus de l'idée classique d'explosion d'intelligence, l'amélioration récursive de soi. La boucle est simple. L'IA améliore la recherche en IA, produisant une meilleure IA qui renforce encore cette recherche. Cela n'implique pas forcément qu'un modèle réécrive son propre code de façon spectaculaire. Cela peut être plus progressif et réparti. Les systèmes d'IA pourraient aider à écrire de meilleurs algorithmes, découvrir de meilleures architectures, concevoir des puces plus efficaces, améliorer les processus de fabrication, sélectionner de meilleurs ensembles de données, générer de meilleurs exemples synthétiques, créer de meilleures simulations et, de manière générale, améliorer toute l'infrastructure autour du développement de l'IA. L'article fait cette comparaison intéressante avec l'évolution humaine. Notre amélioration ne vient pas uniquement de l'intelligence individuelle. Nous avons construit le langage, l'écriture, les institutions, la science, les marchés, les systèmes éducatifs, des civilisations entières. Un humain seul n'impressionne pas, mais une civilisation, oui. Reste à voir si les IA peuvent créer leur propre version, bien plus vite. Le code se modifie plus vite que l'ADN évolue. Les données se copient plus rapidement qu'on imprime des livres. Les spécialistes sont créés et formés plus vite que les humains ne sont éduqués. Mais l'auto-amélioration récursive reste mal comprise. Peut-être explose-t-elle exponentiellement ou s'essouffle-t-elle. L'IA aide les chercheurs, mais les progrès restent lents car les expériences sont coûteuses et le matériel long à fabriquer. L'énergie limite l'innovation et les idées révolutionnaires se font rares. Même les chercheurs numériques rencontrent des obstacles inévitables. Construire une nouvelle puce d'IA se fait dans le monde physique. Mener une expérience en biologie prend toujours du temps. La quatrième voie est peut-être en réalité la plus sous-estimée de tout l'article, l'ASI par le biais de collectifs multi-agents. Au lieu de se demander si un modèle d'IA devient super intelligent, demandez-vous si un groupe massif d'agents IA peut devenir super intelligent ensemble. Les humains le font déjà. Une entreprise résout des problèmes inaccessibles à un employé seul. Un domaine scientifique génère des savoirs impossibles à produire individuellement, mais l'intelligence collective reste lente et désordonnée. La communication est limitée et la coordination est difficile. Les organisations deviennent bureaucratiques et les connaissances cloisonnées. Les collectifs d'IA pourraient être très différents, partageant des infos à une vitesse inimaginable, dupliquant des spécialistes instantanément et se coordonnant via des logiciels. Ils pourraient mener des milliers d'expériences en parallèle, former des équipes temporaires pour des problèmes précis, puis se dissoudre et se reconfigurer. Ils pourraient employer des systèmes de marché ou une planification centralisée, impossible pour les humains à cause de notre faible bande passante de communication. Donc, l'ASI pourrait ne pas du tout ressembler à un esprit géant unique. Cela pourrait ressembler à une vaste organisation numérique, un essaim, un écosystème de recherche auto-organisé ou une super entreprise composée d'agents. Maintenant, après avoir exposé ces 4 voies, l'article aborde ce qu'ils appellent des frictions, c'est-à-dire essentiellement les choses qui pourraient tout ralentir ou l'arrêter complètement. Il y en a 6 principales. La première, c'est le mur des données dont nous avons déjà parlé. Il n'y a pas assez de données d'entraînement de haute qualité pour continuer à évoluer indéfiniment.
La seconde concerne les contraintes de ressources, énergie, puces, matériaux rares, centres de données, systèmes de refroidissement, capacité de fabrication. Si les capacités exigent une infrastructure exponentiellement plus vaste, le monde pourrait avoir du mal à la construire assez vite. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Il est possible que le paradigme actuel des réseaux neuronaux ne suffise pas pour l'AGI ou l'ASI, peu importe son extension. La quatrième, c'est que la recherche elle-même devient plus difficile à mesure que les domaines mûrissent. Les solutions faciles disparaissent, le progrès requiert plus d'efforts et des idées plus complexes. Cinquièmement, il y a ce qu'on appelle la barrière de l'abstraction. Les systèmes d'IA actuels apprennent principalement à partir des abstractions humaines, des concepts, des catégories, du langage et de la structure que nous utilisons déjà. Mais les grandes avancées scientifiques exigent souvent d'inventer des abstractions complètement nouvelles, de nouvelles façons de penser la réalité. Ce qui inquiète, c'est qu'une IA entraînée principalement sur des représentations humaines pourrait devenir excellente pour manipuler des concepts existants, mais moins performante pour en découvrir de fondamentalement nouveaux à partir de zéro. Et sixièmement, il y a le ralentissement délibéré, les facteurs politiques et sociaux. Si l'IA cause des accidents, favorise des usages abusifs, déstabilise le marché du travail ou provoque une réaction publique négative, les gouvernements pourraient freiner son développement via des réglementations, licences, limitation des capacités ou autres restrictions. L'idée de l'article n'est pas que l'un de ces éléments arrête définitivement la SI, c'est que nous n'en savons vraiment rien. Chaque obstacle pourrait n'être qu'un simple ralentisseur ou bien un véritable mur infranchissable. Tout dépend de la rapidité à laquelle les forces opposées progressent. Il y a aussi ce retour important à la réalité, enfoui dans l'article. La SI n'est pas toute puissante. Même une superintelligence aurait toujours des limites fondamentales, car les lois de la physique restent valables. L'information ne voyage pas plus vite que la lumière. Calculer demande de l'énergie. Manipuler des systèmes physiques prend du temps. Certains problèmes sont chaotiques, imprévisibles ou fondamentalement difficiles, peu importe votre intelligence. La théorie de la complexité reste importante. La logique a toujours ses limites. Les gens doivent donc arrêter de passer de l'ASI à la pensée magique, comme des remèdes instantanés à tout ou un contrôle parfait sur la réalité. L'ASI pourrait dépasser largement l'intelligence humaine et rester malgré tout limitée par le calcul, l'énergie, l'incertitude, le temps et le monde physique. Le message plus profond ici, c'est l'incertitude. Pas l'ignorance, mais une véritable incertitude quant à la voie qui dominera et où les progrès plafonneront. Peut-être que la montée en puissance nous y mène. La montée en puissance touche peut-être ses limites, mais des changements de paradigme permettent un nouveau saut, et peut-être que l'amélioration récursive devient le moteur principal. Peut-être que des collectifs multi-agents transforment des systèmes de niveau humain en organisations surhumaines. Peut-être que les quatre surviennent ensemble et se renforcent mutuellement. Ou plusieurs goulets d'étranglement majeurs peuvent survenir simultanément, rendant les progrès plus lents et irréguliers que les tendances actuelles ne le laissent penser. Cet article est important car il impose une évolution du débat. Il ne faut plus voir l'AGI comme une unique ligne d'arrivée. Si l'AGI arrive, la question ne sera plus « avons-nous fini ?» Ce sera « que permet ce système ensuite ?» Une IA de niveau humain n'est pas juste un humain. C'est une intelligence numérique qui peut être copiée, accélérée, coordonnée, spécialisée, connectée à des outils, intégrée dans des organisations et potentiellement utilisée pour créer de meilleures versions d'elle-même. Nous pourrions entrer dans une période où l'intelligence elle-même devient un processus industriel. Et une fois que cela se produit, le rythme du changement pourrait ne plus être limité par la vitesse à laquelle les humains peuvent apprendre, s'organiser ou inventer.
L'un des plus grands laboratoires d'IA au monde a publié un avertissement qui devrait faire marquer un temps d'arrêt à tout le secteur. Anthropic déclare que l'IA pourrait entrer dans une première phase d'auto-amélioration, où des systèmes comme Claude ne sont plus seulement des outils utilisés par les humains, mais font partie du mécanisme qui permet de concevoir une IA meilleure. Et les chiffres derrière tout ça sont hallucinants. Claude écrit maintenant la majorité du code d'Anthropic, aide à relire ce code, mène des expériences et accélère des travaux de recherche qui prenaient auparavant des jours, des semaines, voire des années aux humains. Quand un titre de la presse tech chinoise a affirmé qu'Anthropic réclamait l'arrêt de la recherche en IA, cela a paru dramatique. Le plus fou, c'est que l'avertissement réel est encore plus grave. Voici la véritable histoire. Anthropic a publié un article de blog détaillé intitulé « Quand l'IA se construit elle-même ». Et le message principal est le suivant. L'IA pourrait déjà entrer dans les premières étapes de l'auto-amélioration récursive. C'est le terme technique pour désigner un système d'IA capable de concevoir, construire, tester et améliorer la prochaine génération de systèmes d'IA. Anthropic affirme que nous n'y sommes pas encore, mais que la tendance va dans cette direction plus vite que la plupart des gouvernements, des entreprises ou des institutions n'y sont préparés. Et Claude, leur propre modèle d'IA, accélère déjà le développement de l'IA chez Anthropic elle-même. Le titre sur l'arrêt de la recherche en IA est trompeur, mais il s'appuie sur un fait réel. Anthropic dit que s'il existait un moyen crédible et vérifiable de s'assurer que tous les grands laboratoires d'IA dans le monde ralentissaient réellement ou mettaient en pause le développement de pointe en même temps, il serait prêt à participer. Le problème, c'est qu'une pause unilatérale d'une seule entreprise ne résout rien. Cela ne fait que changer qui est en tête. Le vrai défi est d'établir un système permettant à plusieurs laboratoires bien financés, dans divers pays, de vérifier qu'aucun ne poursuit secrètement pendant que les autres arrêtent. Sans cela, la course à l'IA ne fait qu'accélérer. Anthropic reconnaît en gros ce que tout le monde soupçonne déjà. La pression concurrentielle est tellement intense qu'aucun laboratoire ne peut se permettre de ralentir, à moins que tout le monde ne le fasse aussi. Alors, de quelles preuves Anthropic dispose-t-il réellement pour affirmer que l'IA commence à construire de l'IA ? Les chiffres sont frappants. En mai 2026, plus de 80% du code intégré dans la base de code d'Anthropic a été écrit par Claude. Avant le lancement de Claude Code, en version Research Preview, en février 2025, ce chiffre était à peine de quelques pourcents. Réfléchissez-y un instant. La plupart du code utilisé par l'une des plus grandes entreprises d'IA est désormais rédigé par une IA. Ce n'est pas juste de l'autocomplétion ou la création de courts extraits de code. Claude écrit des fichiers entiers, débogue des systèmes complexes et gère des tâches qui nécessitaient auparavant des jours de travail humain. Les ingénieurs d'Anthropic fusionnent également 8 fois plus de code par jour qu'ils ne le faisaient en 2024. Le nombre de lignes de code ne mesure pas parfaitement la productivité, car plus de code n'indique pas forcément un meilleur travail. Anthropic ne récompense pas pour avoir écrit plus de lignes. L'augmentation s'explique car Claude code, principalement, tandis que les ingénieurs s'occupent de l'orientation et de la relecture. Un employé d'Anthropic a affirmé ne pas avoir codé lui-même depuis environ 5 mois. Leur travail consiste maintenant essentiellement à gérer Claude. Un autre employé a décrit cela comme le fait de s'investir pleinement dans ce qu'ils appellent la claudification de leur flux de travail. Le rôle de l'ingénieur humain se réduit à chaque étape. La qualité de ce code s'améliore également rapidement. Anthropic surveille la fréquence à laquelle les ingénieurs doivent corriger Claude, le réorienter ou reprendre la main en cours de tâche. Ce chiffre diminue régulièrement depuis 1 an. Pour les tâches de codage les plus ouvertes et difficiles, où il n'y a pas de spécification claire et où l'ingénieur ne sait même pas à quoi devrait ressembler la solution, le taux de réussite de Claude a atteint 76% en mai 2026. 6 mois plus tôt, il n'était que de 26%. C'est une augmentation de 50 points de pourcentage en seulement 6 mois. Ce sont des tâches où le problème est flou, la réponse inconnue, et l'ingénieur demande à Claude de gérer un incident en direct en disant « débrouille-toi ». Anthropic en a donné un exemple. Une mise à jour de routine a provoqué le plantage de dizaines de milliers de tâches d'entraînement. Un ingénieur a demandé à Claude d'analyser l'incident en direct avec seulement du texte, du contenu et l'accès au cluster. Claude a passé en revue les tâches en cours, a testé un paramètre d'environnement à la fois, a isolé le seul indicateur de débogage obscur qui provoquait le plantage, l'a reproduit de manière fiable et a confirmé une solution. Ce travail prend normalement 2 à 3 jours à un humain, mais Claude l'a fini en 2 heures. Anthropic utilise aussi Claude pour relire le code avant fusion. Ils ont analysé rétrospectivement et constaté que si la relecture automatisée par Claude avait été appliquée à chaque modification, elle aurait détecté environ 1/3 des bugs responsables d'incidents sur Claude.ai avant leur mise en production. Les ingénieurs ayant rédigé ce code figurent parmi les meilleurs au monde pour construire ces systèmes.
Claude détecte maintenant des erreurs qu'ils avaient ratées. C'est sérieux, car cela implique que Claude écrit non seulement du code plus vite que les humains, mais aussi parfois mieux, selon les contextes. Beaucoup d'employés chez Anthropic estiment que la qualité du code de Claude était inférieure à celle des humains fin 2025, qu'elle est aujourd'hui similaire et qu'elle sera probablement strictement meilleure dans l'année qui vient. La transition se produit en temps réel, mais il y a un effet secondaire étrange à toute cette automatisation. Un employé d'Anthropic expliquait qu'avant, le travail reposait sur une économie du don, faite de petits services comme « Peux-tu m'aider à faire fonctionner ce script ?» Chaque service rendait l'autre un peu redevable, créant une conscience mutuelle. Claude est plus rapide et ne crée aucune dette, mais chacune de ces interactions est une occasion manquée de collaboration humaine. Le tissu social du lieu de travail évolue à mesure que l'IA prend en charge de plus en plus les tâches d'exécution. Donc Claude écrit du code et Claude relit le code. Et la recherche? C'est là que ça devient sérieux. Anthropic a un test qu'elle applique à chaque sortie d'un nouveau modèle. Il donne à Claude un code qui entraîne un petit modèle d'IA et lui demande d'optimiser ce code pour qu'il s'exécute aussi rapidement que possible tout en passant le test de validité. C'est une boucle de recherche miniature. Réécrire le code, l'exécuter, le mesurer, recommencer. En mai 2025, Claude Opus 4 affichait en moyenne une accélération d'environ 3 fois. En avril 2026, Claude Mythos Preview atteignait une accélération d'environ 52 fois. Pour donner un contexte, un chercheur humain expérimenté aurait besoin de 4 à 8 heures pour atteindre une accélération d'environ 4 fois sur la même tâche. Claude a dépassé les humains en moins d'un an, mais Anthropic est allé encore plus loin. En avril 2026, ils ont publié des recherches montrant que des agents alimentés par Claude ont mené un véritable projet de recherche sur la sécurité de l'IA du début à la fin. Le problème était la supervision faible à forte, ce qui est en gros un aperçu de l'un des plus grands défis d'alignement à venir. Si l'IA devient plus intelligente que les humains, comment la superviser? La recherche a examiné si un modèle moins performant pouvait entraîner un modèle plus performant tout en retrouvant l'ensemble de ses capacités. Cela reflète le scénario futur où les humains, qui sont moins puissants que l'IA avancée, devront superviser des systèmes d'IA plus capables que nous. 2 chercheurs ont passé 7 jours à ajuster 4 méthodes existantes, atteignant un score de récupération de l'écart de performance de 0,23. Cela signifie qu'ils ont récupéré 23% de l'écart entre la base faible et le plafond élevé. Ensuite, Anthropic a lancé 9 agents, Claude Opus 4.6 en parallèle. Ces agents pouvaient proposer des hypothèses, mener des expériences, analyser les résultats, partager leurs découvertes via un forum et itérer. Ils ont travaillé pendant environ 800 heures cumulées et ont utilisé environ 18 000 $ en ressources de calcul. Leur résultat, un score de 0,97. 2 humains ont comblé 23% de l'écart en une semaine, tandis que les agents Claude en ont comblé 97%. Le coût était d'environ 22 $ par heure agent. Il y a des réserves importantes. Le résultat ne s'est pas bien transféré aux modèles en production, et les humains ont toujours choisi le problème et conçu la grille d'évaluation. Mais dans ces limites, les agents ont conçu chaque expérience eux-mêmes. Définir l'orientation était le seul rôle vraiment important des humains. Un chercheur d'Anthropic a commenté que si un collègue junior revenait avec des résultats comme ceux-ci en 1 ou 2 jours, il serait modérément impressionné. Ils ont dit « le futur, c'est maintenant ». Le système a converti la puissance de calcul en avancée mesurable pour la recherche sur la sécurité de l'IA. C'est crucial, car la recherche sur l'alignement était limitée par le nombre de chercheurs qualifiés. Si les IA gèrent les problèmes de recherche définis, les chercheurs humains pourront se concentrer sur les questions vagues, risquées et stratégiques nécessitant du jugement. Ce n'est pas seulement Anthropic qui le dit. OpenAI vient de publier sa propre feuille de route en matière de gouvernance, et dans ce document, on trouve une affirmation très similaire. OpenAI affirme qu'elle observe déjà les premiers signes d'auto-amélioration récursive dans les systèmes actuels, où le développement de l'IA lui-même est accéléré par l'IA. OpenAI soutient que cela va intensifier la pression concurrentielle entre les développeurs et les pays, et que les institutions existantes ne sont pas équipées pour y faire face. Ainsi, Anthropic et OpenAI reconnaissent désormais publiquement la même tendance. Le plan directeur d'OpenAI vise à créer un cadre fédéral pour la sécurité de l'IA de pointe, à renforcer CACI, le Centre américain pour les normes et l'innovation en IA, et à élaborer une stratégie de résilience gouvernementale. Mais le message sous-jacent reste le même. L'IA aide déjà à construire l'IA et la course s'accélère. Des données indépendantes le confirment aussi.
METR, qui est une organisation de recherche spécialisée dans la mesure des capacités de l'IA, suit ce qu'ils appellent les horizons temporels d'accomplissement des tâches. En gros, ils mesurent la durée des tâches que les agents d'IA peuvent accomplir de manière fiable par eux-mêmes. En mars 2024, Claude Opus 3 pouvait gérer des tâches logicielles qui prendraient environ 4 minutes à un humain. Un an plus tard, Claude Sonnet 3.7 pouvait gérer des tâches d'environ 1 heure et demie. Encore un an plus tard, Claude Opus 4.6 pouvait gérer des tâches d'environ 12 heures. Le dernier modèle, Claude Mythos Preview, peut travailler pendant au moins 16 heures, ce qui correspond à la limite supérieure que MUTR peut mesurer avec leur suite de tâches actuelles. Cette vitesse de doublement est passée d'une fois tous les 7 mois à une fois tous les 4 mois. Si la tendance continue, l'IA pourra effectuer en un rien de temps des tâches nécessitant plusieurs jours aux experts, dès cette année. D'ici 2027, peut-être des tâches qui prennent des semaines. Les données de Meta montrent cela aussi sur les référentiels publics. SWI Bench, qui teste si les modèles peuvent corriger de vrais bugs dans de vraies bases de code open source, est passé de scores très faibles à presque saturé en 2 ans. Core Bench, qui teste si les modèles peuvent reproduire des recherches publiées, est passé d'environ 20% de réussite en 2024 jusqu'à saturation 15 mois plus tard. Maître a également constaté que Claude Mythos Preview se situait à la limite supérieure de ce qu'ils peuvent mesurer sans développer de nouvelles tâches plus difficiles. Les benchmarks arrivent à saturation. Que signifie tout cela pour ceux qui travaillent chez Anthropic ? Selon Krishna Rao, directeur financier, le changement est déjà spectaculaire. Dans un podcast récent, il a affirmé que plus de 90% du code d'Anthropic est désormais écrit par Claude. Rao a également déclaré que l'équipe financière d'Anthropic utilise désormais Claude pour produire les états financiers et que le processus de revue financière mensuelle est prêt à 90 à 95% avant que les humains n'interviennent. Les rapports qui prenaient autrefois des heures ne prennent désormais plus que 30 minutes. Rao a décrit cela comme le passage des employés de l'exécution à la supervision, les humains devenant gestionnaires de systèmes d'IA. Les équipes déploient ce que Rao nomme des flottes d'agents, actives sur plusieurs projets à la fois. Chacun devient d'une certaine manière gestionnaire. Mais il y a un revers. Un employé d'Anthropic a confié que même quand tout marche, il a l'impression que son travail n'a aucune importance. Tout est automatisé, meilleur et plus rapide qu'ils ne le seront jamais. Mais il y a aussi des jours où tout tombe en panne et ils ne comprennent pas pourquoi, et ils se rendent compte qu'ils ne savent plus ce qu'ils faisaient. L'avantage comparatif des humains, pour l'instant, c'est encore de voir l'ensemble et de penser au-delà des limites de la tâche immédiate. Mais combien de temps cet avantage va-t-il durer ? Le billet de blog d'Anthropic envisage 3 futurs. Le premier scénario est l'arrêt des progrès à cause de goulets d'étranglement, liés à l'énergie, aux puces ou à la chaîne d'approvisionnement. Même si les capacités restent au niveau actuel, le monde changerait quand même de façon massive. Anthropic cite Project Glasswing comme un signe précoce. En quelques semaines, la préversion de Mythos a identifié plus de 10 000 vulnérabilités logicielles graves et critiques dans les systèmes majeurs mondiaux. Le deuxième avenir, c'est que l'IA continue d'accélérer les organisations humaines, mais que les humains gardent toujours le contrôle. Une entreprise de 100 personnes pourrait accomplir le travail de 10 000. Cela transformerait les affaires, la science, le gouvernement et le travail intellectuel. Mais cela pourrait aussi engendrer de sérieux risques, notamment des cybermenaces, une surveillance autoritaire et une manipulation à grande échelle. Anthropic estime que c'est sans doute vers cet avenir que nous allons. Le troisième, c'est l'auto-amélioration récursive complète. Les IA conçoivent et construisent leurs successeurs, les progrès dépendant surtout de la puissance de calcul. Cela pourrait permettre de grands progrès en sciences, médecine, énergie, matériaux et robotique, mais aussi compliquer l'alignement. Si de légers désalignements empirent avec l'auto-amélioration, les humains risquent de perdre le contrôle. Anthropic souligne clairement cette incertitude. Un monde guidé par une auto-amélioration récursive rapide pourrait devenir dominé par le modèle auto-améliorant, car ses capacités éclipseraient totalement celles des humains. Où cela nous mène-t-il ? Anthropic affirme qu'une pause coordonnée dans le développement de l'IA permettrait à la sécurité, à la recherche et à la société de rattraper leur retard. Mais une pause unilatérale d'un seul laboratoire ne fonctionne pas, car des acteurs moins prudents continueraient simplement à avancer. Un ralentissement important exigerait l'accord de plusieurs laboratoires internationaux et une vérification contre la triche. Nous n'avons pas des années pour instaurer cette confiance. La vraie question est de savoir si les humains contrôlent encore l'IA ou se contentent de la superviser. Claude écrit la plupart du code d'Anthropic, relit le code et réalise des expériences plus rapidement que les humains.
L'avertissement d'Anthropic est clair. Le monde pourrait avoir besoin de mécanismes de coordination avant que l'IA ne commence à construire la prochaine génération d'IA principalement par elle-même. Pendant des années, l'empire de l'IA de Microsoft s'est construit autour des modèles des autres. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI, a intégré ses modèles dans Azure, a déployé Copilot partout et a ensuite soutenu Anthropic également. Mais lors de la conférence Build 2026 à San Francisco, Microsoft a complètement changé de ton. Microsoft a dévoilé 7 modèles d'IA internes, une nouvelle pile d'agents, un agent personnel toujours actif appelé Scout, la couche d'intelligence Microsoft QI, un système de sécurité IA pour les développeurs, et une mise à niveau majeure de puces quantiques avec Mirona 2. C'était Microsoft qui marquait une rupture, ses propres modèles, ses propres agents, sa propre couche d'intelligence, et finalement, sa propre voix quantique. Le modèle phare est MI Thinking One, le premier modèle de raisonnement de Microsoft, entraîné depuis zéro. Selon Microsoft, il a été entraîné sur des données propres, sous licence commerciale, sans distillation à partir de systèmes tiers. Ce point est crucial, car de nombreuses entreprises cherchent à éviter les risques juridiques et commerciaux liés aux données d'entraînement, à la copie de modèles et à la dépendance envers les modèles de pointe d'autres sociétés. MAI Thinking One est décrit comme un modèle de raisonnement de taille moyenne avec 35 milliards de paramètres actifs. Certains rapports indiquent que sa fenêtre de contexte est de 256 000 jetons, tandis que la documentation des développeurs de Microsoft la décrit également avec une fenêtre de contexte de 128 000 jetons. Ainsi, la présentation publique exacte semble varier en fonction de la version. Et Microsoft fait déjà des déclarations de performance assez audacieuses. Mustafa Suleyman, le directeur général de Microsoft IA, a déclaré qu'après avoir ajusté ses modèles pour le cabinet de conseil McKinsey, Microsoft avait surpassé GPT 5,5 d'OpenAI en termes de qualité, tout en prévoyant une efficacité des coûts environ 10 fois supérieure selon les données de tarification publique appliquées à différentes tailles de modèles. C'est une déclaration forte, car Microsoft affirme que sa propre pile de modèles peut rivaliser avec les entreprises dans lesquelles elle a investi, tout en coûtant bien moins cher à exploiter. Satya Nadella l'a affirmé clairement à la conférence. Il est temps que chaque entreprise passe de la consommation d'un modèle de pointe à une implication complète à la frontière. Et cette phrase résume en gros la stratégie plus large de Microsoft ici. Elle ne veut pas simplement louer l'intelligence d'OpenAI et d'Anthropic indéfiniment. Elle veut construire l'intelligence, l'héberger, la vendre, l'optimiser et en contrôler l'économie à l'intérieur d'Azure. L'aspect financier explique beaucoup ici. À chaque utilisation de modèles tiers par Microsoft, une part du coût revient à des fournisseurs externes. Microsoft contrôle toute la chaîne avec ses modèles sur Azure. Cela signifie des coûts plus bas, de meilleures marges et des outils d'IA moins chers pour les développeurs. Maintenant, Microsoft a également lancé MI Code Flash, un modèle de codage conçu pour convertir des descriptions textuelles en code source pour des applications et des sites web. Ce modèle est en cours de déploiement sur GitHub, Copilot et Visual Studio Code, ce qui signifie que Microsoft ne se contente pas de lancer un modèle dans un environnement de laboratoire isolé. Il l'intègre directement aux outils de développement déjà utilisés par des millions de personnes. Du côté des tests de codage, Microsoft affirme que MI Thinking One a été préféré à Claude Sonnet 4.6 d'Anthropic lors d'évaluations à l'aveugle menées par Surge, un partenaire indépendant d'évaluation humaine. La société affirme également qu'il est à la hauteur de Claude Opus 4.6 sur les tests de codage, y compris SWI Bench Pro, selon la presse spécialisée pour développeurs. Le modèle est désormais disponible en prévisualisation privée sur Microsoft IA Foundry, et Microsoft a également publié une version Flash, conçue pour la rapidité et l'efficacité. La stratégie est connue, un modèle de raisonnement puissant pour les tâches complexes, et des versions plus petites ou rapides pour celles où coût et rapidité priment. La famille AMA de 7 modèles s'étend également au-delà du texte et du codage. Microsoft a annoncé MAI Image 2,5 et une variante Flash prenant en charge la génération de texte en images et d'images en images. Les utilisateurs peuvent décrire ce qu'ils souhaitent en langage courant ou fournir des croquis pour guider la génération. Le modèle est déjà sur PowerPoint et en déploiement sur OneDrive. Ensuite, il y a MAI Transcribe 1,5 qui prend en charge la transcription haute précision dans 43 langues avec la diffusion en continu bientôt disponible. Microsoft a également présenté MAI Voice 2 et sa variante Flash, disponible dans plus de 15 langues supplémentaires et capable de produire de nouvelles options de voix. Options: ajoutez MAI Code 1 pour GitHub, Copilot et VS Code, et le tableau devient clair. Microsoft construit une large couche de modèles d'IA pour le travail de bureau, le développement logiciel, la voix, les images, la transcription, le raisonnement et les agents.
Et cela nous amène à Microsoft UI. Microsoft UI est désormais disponible pour tous, et il est conçu pour être la couche d'intelligence unifiée qui rend Copilot et les agents d'IA plus conscients de l'organisation réelle dans laquelle ils travaillent. L'objectif est d'éloigner les agents d'un comportement de chatbot générique et de les connecter au contexte métier, aux données de l'entreprise et à la logique interne, afin qu'ils hallucinent moins et agissent avec un ancrage plus utile. À l'intérieur de Microsoft UI, il y a plusieurs éléments. WorkUI capture la façon dont les utilisateurs travaillent au sein de Microsoft 365. Il comprend les personnes, les emails, les documents, les réunions, les systèmes organisationnels, les sources externes et les relations entre eux. Les API WorkQI seront disponibles à partir du 16 juin, donnant aux agents un accès direct à ce type de données de travail. Fabric QI fonctionne sur Microsoft Fabric et sert de base sémantique pour les données métiers structurées. Microsoft le décrit presque comme une ontologie, ce qui signifie qu'il apporte une couche de sens plus organisée aux données métiers. Foundry QI gère ensuite les informations non structurées, en puisant dans des documents comme les wikis, les politiques, les contrats et même le web en direct. Microsoft a également ajouté WebQI, un nouveau membre de cette famille. WebQI permet aux agents d'avoir un ancrage dans le monde réel grâce à la recherche sur le web. Il est indépendant du modèle et nativement compatible avec le modèle Context Protocol, ce qui compte, car le MCP devient l'un des principaux moyens pour les agents de se connecter à des outils externes et à des sources de données. Microsoft affirme que WebQI renvoie des blocs d'informations pertinents près de 2,5 fois plus rapidement que la meilleure alternative suivante. Donc, Microsoft construit cette pile sous plusieurs angles. Il dispose des modèles, du contexte de travail, de la base de données métiers, de la récupération de documents et de l'ancrage web. Ensuite, il relie tout cela aux agents. Microsoft Scout est l'une des annonces les plus intéressantes, étant le premier agent autopilote de l'entreprise. Microsoft décrit les autopilotes comme une nouvelle catégorie d'agents toujours actifs. Ces agents restent actifs en arrière-plan, travaillent de façon autonome, ont leur identité propre et agissent en votre nom selon les autorisations et politiques définies par vous ou votre organisation. Cette notion d'identité propre est importante. Scout ne fonctionne pas comme un simple compte de service partagé et anonyme. Chaque agent fonctionne sous sa propre identité. Entre à gérer, ce qui signifie que les actions qu'il effectue peuvent être attribuées à un acteur connu dans l'annuaire de l'entreprise. Ces identifiants sont limités à la tâche, protégés de bout en bout, masqués dans les journaux et diagnostics, et gérés comme un service Microsoft natif. Scout est intégré dans l'ensemble des applications Microsoft 365 comme Teams, Outlook, OneDrive et SharePoint. Il se connecte aux discussions, aux emails, aux calendriers, aux contacts, aux documents, aux ressources du navigateur, aux ressources locales du bureau et au serveur MCP. Vous interagissez avec lui via Teams, et l'application de bureau étend sa portée au navigateur et au système local. L'idée pratique est simple. Scout gère le travail de coordination qui s'accumule normalement tout au long de la journée. Il peut programmer et coordonner proactivement les réunions sur différents fuseaux horaires, signaler celles importantes, générer des documents de préparation, repérer les livrables à venir, bloquer automatiquement du temps dans le calendrier et détecter les risques comme les décisions en attente avant qu'ils ne deviennent des obstacles majeurs. Microsoft affirme que Scout apprend au fil du temps grâce à l'intelligence du travail, en construisant un contexte autour de votre façon de travailler, de ce qui vous importe et de ce qui doit se passer ensuite. Les employés de l'entreprise utilisent déjà une première version sur ordinateur, et Microsoft l'étend à un groupe sélectionné de clients en aperçu privé et à des organisations pionnières. L'accès nécessite une inscription en tant qu'organisation pionnière, la configuration de la politique Intune et une attestation d'adhésion. Les titulaires d'une licence GitHub Copilot peuvent ensuite télécharger et installer l'expérience. Scout est également basé sur OpenClaw, la technologie open source qui est apparue en novembre 2025 afin de donner aux agents une sorte de rythme opérationnel permanent. Microsoft aide à la conformité des politiques en amont d'OpenClaw, permettant aux organisations de vérifier si leur environnement respecte les exigences de sécurité et de conformité, et d'obtenir une réponse prête pour l'audit. Et Microsoft est clairement conscient que des agents toujours actifs soulèvent de sérieuses questions de sécurité pour les entreprises. Scout ne peut accéder qu'aux ressources et destinations qui ont été approuvées. Les actions sensibles peuvent nécessiter une validation humaine. Les politiques Microsoft Purview, telles que les étiquettes de sensibilité et les règles de prévention des pertes de données, sont appliquées avant tout en voix ou enregistrement. Donc, l'argument était que Scout peut agir de manière autonome tout en restant à l'intérieur de la structure d'identité, d'accès, de sécurité et de conformité de l'organisation. Pour les développeurs, Microsoft a également présenté le nom de code M-, ce qui est un nom assez amusant car le texte généré par l'IA est souvent rempli de tirets quadratin.
Mais derrière ce nom, le produit est sérieux. Il s'agit d'un système de sécurité agentique multimodèle qui déploie plus de 100 agents pour rechercher des failles exploitables dans le code. Ces agents analysent les flux de données, la logique métier, les chaînes d'exploitation et proposent des corrections contextuelles dans le portail développeur. Donc, Microsoft n'utilise pas que des agents pour le travail de bureau. Il les applique aussi à la sécurité logicielle, où un essaim d'agents spécialisés peut examiner le code sous différents angles et essayer de trouver des problèmes qu'un analyseur statique classique pourrait manquer. Ensuite, Microsoft a fait une autre grande annonce qui sort du cadre des logiciels d'IA classiques, Majorana 2. Majorana 2 est la puce quantique topologique de nouvelle génération de Microsoft, et la société affirme qu'elle avait été développée avec l'aide de l'IA agentique de Microsoft Discovery. Microsoft affirme que la puce est 1000 fois plus fiable que sa génération précédente de qubits. La durée de vie moyenne de ces qubits est désormais de 20 secondes, avec certains cas atteignant jusqu'à 1 minute. C'est un bond énorme en termes quantiques, les qubits sont extrêmement fragiles. De petites variations de température, de vibration ou de bruit ambiant peuvent les faire quitter leur état quantique. La durée de vie des qubits est souvent mesurée en microsecondes ou millisecondes par diverses approches. Microsoft affirme que Majorana 2 peut maintenir son état pendant 20 secondes en moyenne. L'entreprise a comparé cette amélioration à l'invention d'une batterie de téléphone, qui passerait d'une autonomie d'une journée à près de 3 ans sur une seule charge. L'analogie est frappante, mais elle donne une bonne idée de l'ampleur que Microsoft revendique. Majorana 2 ne possède actuellement que 12 qubits, alors qu'un ordinateur quantique utile en nécessiterait des millions. Pourtant, Microsoft affirme que la combinaison de la fiabilité, des opérations en 1 microseconde et de la très petite taille des qubits, environ 1 centième de millimètre, le place sur la voie d'un ordinateur quantique évolutif et commercialement intéressant, d'ici 29. Zolfi Alem, vice-président de Microsoft Quantum, a déclaré qu'ils s'attendent à disposer d'une machine quantique en 2029 capable de résoudre des problèmes raisonnables et commercialement viables. L'approche de Microsoft repose sur les qubits topologiques et la physique basée sur les Majorana, liée à une quasi-particule théorisée pour la première fois dans les années 30 par le physicien italien Ettore Majorana. Cette voie a été controversée. Microsoft a déjà rétracté un article de Nature en 2018 affirmant avoir trouvé des preuves de la particule, et la nouvelle puce ainsi que ses recherches n'ont pas encore été évaluées par des pairs. Certains physiciens réclament plus d'informations, donc les affirmations de Microsoft seront particulièrement scrutées. Le changement technique derrière Majorana 2 comprend aussi une nouvelle pile de matériaux. Majorana 1 utilisait de l'aluminium comme supraconducteur, tandis que Majorana 2 utilise du plomb. Dans ce contexte, le plomb aide à protéger les qubits fragiles des perturbations cosmiques qui peuvent les rendre instables. Chetan Nayak, un membre technique de Microsoft, a déclaré que l'équipe doit continuer à s'améliorer chaque année pour atteindre un ordinateur ayant une valeur commerciale et sociétale majeure. Et il a comparé leur progrès à être 1000 fois meilleur que l'année dernière. Microsoft Discovery a aussi un rôle clé dans cette histoire. La plateforme est maintenant disponible et permet aux entreprises d'utiliser des équipes d'agents d'IA pour la R&D avancée. Ces agents recherchent, analysent, proposent des hypothèses, optimisent des expériences et aident à valider des idées, sous le contrôle d'experts humains. L'équipe quantique de Microsoft elle-même l'utilise déjà pour gérer les flux de travail, automatiser les mesures, améliorer la fabrication, trouver des défauts cachés et proposer de meilleures solutions. C'est très important, car le projet dispose de près de 2 décennies de données réparties entre différentes équipes, formats et systèmes. Les agents d'IA peuvent relier ces informations, repérer des schémas et suivre comment les logiciels, la conception des puces, les matériaux, la fabrication, la physique et les mesures s'influencent mutuellement. Ils accélèrent également les expériences. Créer un état quantique topologique implique d'ajuster des centaines de paramètres, et les mesures manuelles peuvent prendre des semaines. Microsoft affirme que Discovery a aidé à construire un agent d'IA qui a réduit ce cycle de plusieurs ordres de grandeur, en ajustant les tensions en parallèle et en cartographiant les conditions en continu. Un agent a même découvert un capteur de température non calibré caché dans les données de fabrication. Et tout cela arrive à un moment très intéressant dans l'ensemble du marché de l'IA. OpenAI et Anthropic se dirigent à tous deux vers des introductions en bourse massive, tandis que Microsoft est lié aux deux. Elle a engagé 13 milliards de dollars dans OpenAI, investi jusqu'à 5 milliards de dollars dans Anthropic et vend les modèles des deux entreprises via Azure. Désormais, Microsoft est leur investisseur, partenaire, distributeur, fournisseur d'infrastructures et concurrent direct. C'est pourquoi Build 26 paraît plus qu'un simple événement pour développeurs.
Microsoft souhaite contrôler davantage la pile d'IA, des modèles et agents aux outils de développement, données d'entreprise, plateformes de recherche et matériel quantique. Les robots humanoïdes ont connu une semaine mouvementée. Moya, un robot à la peau chaude venu de Chine, semble avoir été conçu pour mettre les gens mal à l'aise. Boston Dynamics Atlas déplace désormais des objets lourds et montre des signes d'une véritable intelligence industrielle. Le robot humanoïde grandeur nature d'Agibot joue au tennis de table de façon autonome. Cody propose des robots pour enfants dans les musées, hôtels et peut-être la santé. Et Alibaba vient de lancer Qwen Robot, un cerveau d'IA conçu pour contrôler la prochaine génération de machines. Commençons par ce qui a le plus fait réagir cette semaine, et à juste titre. DroidUp, officiellement connu sous le nom de Shanghai Zhejiang Robotics, vient de dévoiler son robot humanoïde complet appelé Moya. Et la démonstration a immédiatement divisé Internet entre fascination et pur malaise. Voici le contexte. DroidUp est une start-up basée à Shanghai qui n'a qu'environ 2 ans. Ils ont levé un total de 28,5 millions de dollars et ont déjà dépensé près de la moitié de cette somme en salaire et en primes de recrutement pour leurs 32 employés. Leur principal partenaire de financement en capital risque ne vaut lui-même qu'environ 50 millions de dollars. Donc, la situation financière est, bien, plutôt limitée. Mais malgré cela, ils ont dévoilé Moya à Jiangwan Robotics Valley, qui devient rapidement le centre de la course aux robots humanoïdes en Chine, et la démonstration a attiré beaucoup d'attention pour des raisons évidentes. Le robot lui-même, Moya, mesure environ 1,65 m, pèse environ 32 kg et fonctionne sur une plateforme appelée Walker 3. Le même squelette qui avait aidé DroidUp à finir 3e au premier semi-marathon humanoïde mondial. Mais Moya n'était pas fait pour la vitesse ou l'endurance. Elle est faite pour s'asseoir face à vous et vous faire oublier qu'elle n'est pas humaine. Derrière chaque œil, il y a des caméras fonctionnelles, et ces caméras ne suivent pas seulement les mouvements, elles suivent votre visage, vos expressions, et Moya les reflète en retour. Elle sourit, hoche la tête, plisse les yeux comme si elle écoutait vraiment. Sous la peau en silicone, DroidUp a ajouté un rembourrage, conçu pour imiter la graisse et les muscles humains, avec une structure qui ressemble à une cage thoracique. La peau elle-même est chaude, entre 32 et 36 degrés Celsius. C'est la véritable température corporelle humaine intégrée à la machine. Donc, quand vous touchez sa main, ce n'est pas du plastique froid, mais quelque chose qui ressemble étrangement à une vraie personne. DroidUp a aussi revu la structure interne avec une colonne vertébrale artificielle, remplaçant les articulations rigides et permettant au torse de Moya de se tordre et se plier comme une vraie colonne vertébrale humaine répartit la force. Ce n'est pas qu'une mise à jour esthétique. L'entreprise s'efforce de créer quelque chose de plus convaincant et vivant, sans se limiter à un simple effet ponctuel. L'affirmation principale que DroidUp met en avant, c'est que Moya marche avec une précision de 92% par rapport à la démarche naturelle d'un humain. C'est leur propre chiffre, il n'a pas été vérifié de manière indépendante. Les images montrent que cela semble moins robotique que d'autres et ressemble plus à un pas humain, délibéré et soigné. Cela dit, le forum r/r Singularity de Reddit s'en est donné à cœur joie avec ça. Un commentaire populaire l'a qualifié de démarche gériatrique naturelle, beaucoup soulignant que le mot « naturel » dans le marketing faisait tout le travail. La réaction générale en ligne mêlait un véritable scepticisme à l'humour caractéristique de ce subreddit. Un utilisateur a analysé les aspects financiers en détail. Moins de 15 millions de dollars restés pour le développement proprement dit, une équipe dirigeante sans aucune entreprise réussie à son actif et un investisseur principal ne valant que 50 millions de dollars. Le montage de la vidéo promotionnelle a aussi nui à la crédibilité de DroidUp. La scène où le jus d'orange est inversé a été coupée pour dissimuler les capacités réelles du robot. Et beaucoup ont remarqué que ses mains semblent être des bâtons en bois. Les commentaires des critiques sur YouTube ont repris les mêmes reproches. Le visage a été décrit comme modérément réaliste au mieux, plutôt rigide et dur, avec quelque chose dans la forme des traits du visage qui ne fait tout simplement pas humain. Il existe une vidéo d'un événement en direct récent où des participants ont approché, touché et interagi directement avec Moya. Ces réactions spontanées sont bien plus intéressantes que toute vidéo promotionnelle. DroidUp fixe le prix de Moya à 173 000 $ et la destine aux hôpitaux, aux établissements de soins pour personnes âgées, aux banques, aux musées et aux gares. Des lieux où un humain vous accueillait, vous guidait ou restait avec vous. La démonstration montrait Moya servant un jus d'orange à une femme âgée, illustrant l'usage en soins aux personnes âgées qu'ils promeuvent. Ils proposent également une version personnalisable avec des apparences configurables, et certaines de ces configurations sont clairement destinées à la compagnie, plutôt qu'au service client.
La première série produira environ 50 unités, une sortie plus large étant prévue plus tard cette année. Maintenant, à l'extrême opposé du spectre de crédibilité, Boston Dynamics et Atlas. Un nouveau rapport de l'analyste de Kaby Securities Kang Sung-jin indique qu'Atlas approche du niveau d'autonomie réellement nécessaire pour un déploiement industriel. Et la raison pour laquelle cela est pris au sérieux, c'est ce qui le soutient. Boston Dynamics, filiale robotique américaine de Hyundai Motor, peut désormais simuler en une journée l'équivalent de millions d'heures d'entraînement pour ses robots. Pas des semaines, une seule journée. Et les compétences issues de ces simulations peuvent être transférées à un robot Atlas physique en environ 1 heure. C'est un cycle de développement qui était pratiquement impensable il y a encore 2 ans. Boston Dynamics a également récemment mené une campagne utilisant Atlas dans un contexte de football pour mettre en avant spécifiquement l'interaction homme-robot et l'IA physique. Ce qui en dit long sur la confiance croissante qu'ils ont dans les démonstrations destinées au public. Une grande partie de ces progrès découle de partenariats stratégiques. Google DeepMind pour l'IA et l'apprentissage, et Nvidia pour l'infrastructure informatique haute performance dédiée à la simulation à grande échelle. Ensemble, cette combinaison réduit considérablement les délais. Il y a aussi un aspect important à comprendre concernant la conception matérielle d'Atlas qui accélère tout. Simuler précisément les robots humanoïdes est difficile car ils ont de nombreux actionneurs différents et des systèmes mécaniques complexes, difficiles à modéliser virtuellement. Atlas simplifie cela en utilisant seulement 2 types d'actionneurs sur tout le corps. Les bras et jambes sont conçus symétriquement, simplifiant ainsi le contrôle et la simulation. Ils ont aussi supprimé les câbles dans les articulations, permettant une rotation continue, moins d'entretien et une flexibilité de mouvement supérieure aux humanoïdes classiques. Les résultats sont impressionnants. Atlas a déplacé un réfrigérateur de plus de 45 kg, alors qu'il n'avait été entraîné qu'avec des charges de 23 à 32 kg. Boston Dynamics affirme que des tâches comme celle-ci nécessitent plus que la perception visuelle, la coordination de tout le corps, l'anticipation du poids, l'équilibre et le contrôle précis de la force, tous fonctionnant simultanément. Les poiriers et saltos arrière qui font la renommée d'Atlas ne relèvent pas de la simple frime. Ces mouvements athlétiques servent à développer équilibre, agilité, récupération après glissade et endurance, compétences utiles en environnement industriel. KB Securities prévoit que Boston Dynamics pourrait capturer 15% du marché mondial des robots humanoïdes d'ici 2035 et jusqu'à 60% du segment haut de gamme des humanoïdes industriels. Des chiffres audacieux, mais compte tenu de la position actuelle d'Atlas, ils ne sont pas sans fondement. Sur un tout autre plan en matière de capacité, Agibo a révélé quelque chose qui, honnêtement, n'a pas eu l'attention méritée. Leur robot humanoïde bipède grandeur nature, le Yuanyang A3, vient de terminer un match de tennis de table entièrement autonome, sans télécommande, sans script, sans intervention humaine à aucun moment. Le tennis de table est en réalité l'un des critères de référence les plus exigeants en robotique. Les balles se déplacent à plus de 5 mètres par seconde, avec des effets, des trajectoires et des points d'atterrissage qui changent en une fraction de seconde. Le robot doit faire fonctionner en continu un système en boucle fermée complet, traiter la perception visuelle, prédire les trajectoires, planifier les mouvements de tout le corps, exécuter des frappes précises et passer de manière fluide de l'attaque à la défense, le tout sans s'arrêter. Cela résulte d'une collaboration entre Agibot et une équipe dirigée par Jiang Shengeng à l'université de Pékin. Ils se sont appuyés sur ce qu'on appelle Spike Ping Pong, le tout premier algorithme de contrôle de mouvement de tennis de table au monde spécialement conçu pour les robots humanoïdes. Avec une caméra à impulsion haute fréquence de 20 kHz conçue par le professeur Huang Tijun, cette solution offre une réponse visuelle 10 fois plus rapide que les caméras classiques et prédit au millimètre près où la raquette doit toucher la balle. Agibot affirme qu'il s'agit de la première fois qu'un humanoïde bipède de taille réelle termine un match avec une prise de décision entièrement autonome du début à la fin, et la démonstration le confirme clairement. À une échelle bien plus réduite, il existe à Seattle un projet qui mérite d'être connu. Une entreprise appelée Mind Children a construit un robot humanoïde nommé Cody, et c'est un type de robot complètement différent de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Cody mesure environ 1 mètre, avec des yeux noisettes lumineux, des animations faciales expressives et un design spécialement conçu pour être accessible aux enfants dans des environnements publics. Les lieux ciblés sont les musées, les hôtels et les galeries d'art, où Cody aiderait les visiteurs en leur fournissant des informations, offrirait de la compagnie, soutiendrait les activités d'apprentissage et aiderait les organisations à créer des expériences plus engageantes.
Ce qui le rend plus qu'une simple mascotte mignonne, c'est qu'il fonctionne de manière totalement autonome, sans opérateur humain à distance. Les capteurs embarqués, l'informatique et les logiciels d'IA gèrent la navigation, la conversation et la prise de décision indépendante de base en temps réel. Les objectifs à court terme incluent la capacité d'effectuer des tâches physiques simples, comme appuyer sur des boutons. Une seconde génération est déjà prévue pour 27. À plus long terme, Mind Children vise des déploiements dans les secteurs de la santé et de l'éducation. L'ossature d'IA ici est Hyperoon, un cadre AGI décentralisé de SingularityNet. Il va au-delà de l'automatisation par règle grâce à la connaissance, la représentation, les moteurs de raisonnement et ce que l'entreprise décrit comme des systèmes de motivation inspirés de l'humain. Aidant le robot à hiérarchiser les tâches, poursuivre des objectifs et adapter son comportement selon l'évolution des circonstances. Pour le financement, ils ont utilisé le financement participatif et collecté plus de 600 000 $ sur un objectif d'1 million, prouvant l'existence d'un vrai public attentif. Alibaba a lancé QuenRobot, sa première famille de modèles d'IA incarnés, et c'est une avancée vraiment importante sur le plan de l'infrastructure. Développé par Tongyi Lab et déjà en phase de test pilote auprès de certains clients entreprises d'Alibaba Cloud, la suite répond à une lacune fondamentale dans la robotique. Un modèle vision-langage peut comprendre une commande telle que « Va à la cuisine, trouve la tasse rouge, prends-la et pose-la sur l'étagère ». Mais comprendre une tâche et l'exécuter réellement sont deux choses totalement différentes. Relier la compréhension langage-vision au contrôle moteur physique est difficile, car les données d'entraînement robotique diffèrent beaucoup de celles d'Internet et sont coûteuses à collecter. Mélanger sans précaution les sources de données provoque des conflits plutôt que des améliorations. Alors Alibaba a divisé le problème en 3 modèles spécialisés. QuenRobot Nav gère le mouvement et la navigation. Lors d'une démonstration sur un Unitree Go, 2 quadrupèdes équipés de NVIDIA Jetson Tor et d'une caméra basse résolution ont navigué dans un appartement inconnu à travers plusieurs pièces en suivant des instructions vocales, sans carte préchargée, avec une latence d'inférence de 196 millisecondes. QuenRobot ManUp gère l'interaction physique, l'appréhension, le déplacement et la manipulation d'objets, entraînés sur plus de 38 000 heures de données open source. Et il a récemment dominé la catégorie généraliste lors du Robot Challenge Real World Robotics Benchmark, avec un score de processus de 59,83 et un taux de réussite des tâches de 45%. QuenRobot World sert de modèle du monde, prédisant l'évolution des environnements et aidant les robots à anticiper les conséquences de leurs actions. Alibaba a également lancé QuenRobot Cloud, une architecture d'agents permettant aux modèles d'utiliser la suite robotique comme des outils dans le monde physique. Une démonstration montrait un agent localisé des toilettes, repérer sur la porte un panneau hors service, puis se rediriger seul ailleurs, sans intervention humaine. Ils ont aussi rendu open source Chat2Robot, une plateforme web pour tester les interactions avec une IA incarnée, une excellente initiative pour la communauté des développeurs. Et c'est pourquoi l'initiative d'Alibaba est importante. Les États-Unis ont DeepMind, NVIDIA, Figure, Skilled et Physical Intelligence, qui développent des cerveaux de robots. Mais la Chine possède tout un arsenal matériel, Unitree, Agibot, Ubitech, Xiaomi, Xpeng, Galbot et bien d'autres. QuenRobot, c'est Alibaba qui essaie de devenir le cerveau IA capable de connecter tout ce matériel dans un véritable écosystème robotique. Donc, ce que Anthropic vient de faire aujourd'hui est en quelque sorte sans précédent. Claude Fable 5 vient de sortir, et il est si puissant qu'ils hésitent à vous le donner en version complète. Donc, en gros, ils ont créé un modèle d'IA tellement performant en piratage, en recherche biologique, en détection de vulnérabilités dans le code, qu'ils ont dû mettre en place un système entièrement séparé, juste pour l'empêcher de répondre à certaines questions. Ils censurent leur IA, non pas pour des politiques de contenu, mais car ils pensent qu'elle pourrait être utilisée comme une arme. Le plus fou, c'est qu'ils la rendent publique, juste avec un filet de sécurité qui s'active si ça devient trop dangereux. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. En avril dernier, Anthropic a sorti quelque chose appelé Claude Mythos Preview, et ils étaient extrêmement prudents à ce sujet. Ils ne l'ont donné qu'à une poignée de partenaires parce qu'ils étaient préoccupés par les risques liés à la cybersécurité. On parle ici de grandes organisations qui gèrent des infrastructures critiques, le genre de choses où, si quelque chose tourne mal, ce n'est pas juste un petit désagrément. Puis, la semaine dernière, ils ont élargi l'accès à des centaines d'organisations dans 15 pays, mais encore une fois, de manière très contrôlée, très sélective. Mais maintenant, ils mettent une version de cette technologie à la disposition de tout le monde via leur API Cloud et leurs offres pour entreprises.
C'est là que ça devient intéressant. Ils l'appellent Fable 5 et non Mythos, car ce n'est pas exactement pareil. C'est le même modèle, oui, mais avec ses mécanismes de sécurité qui modifient fondamentalement son fonctionnement. Le nom vient en fait du mot latin fabula, qui signifie ce qui est raconté, et il est lié au mot grec mythos. Il y a donc tout un lien linguistique entre les deux, mais ce sont les garde-fous qui les distinguent, vraiment. Alors, quels sont exactement ces garde-fous ? Eh bien, lorsque Fable 5 détecte que vous posez des questions sur des sujets à haut risque comme la cybersécurité, la biologie, la chimie ou quelque chose appelé distillation, il refuse tout simplement de répondre avec toutes ses capacités. À la place, il revient à Claude Opus 4.8, qui reste un modèle très performant, mais qui n'est pas aussi puissant que Fable. Anthropic indique que cela ne se produit que dans moins de 5% des sessions selon leurs premières données, donc au moins 95% du temps, vous profitez de l'expérience complète de Fable. Mais tout de même, ces 5% existent, pour une raison. Voyons maintenant pourquoi Fable 5 est si puissant qu'ils ont jugé tout cela nécessaire. Selon Anthropic, cet outil est à la pointe sur presque tous les benchmarks testés. Ingénierie logicielle, travail intellectuel, tâches de vision, recherche scientifique, et j'en passe, Fable 5 excelle dans tous ces domaines. Et plus la tâche est longue et complexe, plus l'écart entre Fable et leurs autres modèles est important. Stripe, la société de paiement, a déclaré que Fable 5 a compressé des mois de travail d'ingénierie en seulement quelques jours. Ils avaient une base de code Ruby de 50 millions de lignes, et Fable a migré toute la base en une journée, alors qu'une équipe aurait mis plus de 2 mois manuellement. C'est absolument fou quand on y pense. Pour le travail intellectuel, Fable a obtenu le meilleur score de tous les modèles sur ce qu'on appelle le Finance Benchmark de EBIA, qui teste le raisonnement de niveau senior. IMC, une société de trading, a déclaré qu'elle avait excellé dans toutes leurs évaluations d'analyse de trading. Recherche factuelle, raisonnement conceptuel, analyse des causes profondes, analyse de la valeur espérée, tout. Lors de tests indépendants, la société X a indiqué que Fable était le premier modèle à atteindre 90% sur leur benchmark analytique principal, axé sur des tâches analytiques complexes et longues. Ils ont noté qu'il fait preuve d'un excellent jugement et d'une grande attention à la nuance sur les questions difficiles. Ses capacités de vision sont impressionnantes. Fable extrait des chiffres précis de graphiques scientifiques et peut recréer le code source d'une application web à partir de captures d'écran. Ils ont montré Fable jouant à Pokémon Rouge-Feu du début à la fin avec seulement des captures d'écran brut. Pas de carte, pas d'aide à la navigation, rien du tout. Avant, les modèles Claude nécessitaient un système d'assistance complexe pour jouer à Pokémon, mais Fable y est parvenu uniquement avec la vision. Ils lui ont aussi fait construire une simulation du système solaire, où il a déduit le mouvement orbital des planètes à partir des principes fondamentaux de la physique, et utilisé cela pour prédire les éclipses solaires. C'est vraiment assez fou. Mais c'est là que les choses deviennent un peu préoccupantes et qu'on comprend pourquoi Anthropic fait preuve d'autant de prudence. Les modèles de classe Mythos semblent avoir atteint un seuil de risque important. En cybersécurité en particulier, ces modèles excellent dans la découverte et l'exploitation des vulnérabilités logicielles. Ils peuvent rendre les cyberattaques considérablement plus faciles et moins coûteuses à réaliser. Il ne s'agit pas seulement de trouver des failles, ils peuvent réaliser plusieurs étapes d'une cyberattaque, comme la reconnaissance, la découverte, le déplacement latéral, tout le processus. C'est ce qu'ils appellent le piratage agentique, et c'est vraiment dangereux entre de mauvaises mains. Donc Anthropic a créé ces classificateurs, qui sont en fait des systèmes d'IA séparés, capables de détecter les utilisations abusives potentielles, y compris les tentatives de contournement, et d'empêcher le modèle principal de répondre. Lorsque les classificateurs détectent quelque chose lié à la cybersécurité, à la biologie, à la chimie ou à la distillation, boum, vous êtes redirigé vers Opus 4.8 à la place. Ils sont transparents et vous préviennent quand cela arrive. Ils ont également testé ces garde-fous de manière assez approfondie. Ils ont organisé un bug bounty externe qui n'a produit aucun contournement universel en plus de 1000 heures de tests. Ils ont collaboré avec des équipes de red teaming externe qui n'ont pas trouvé de contournement universel, même si l'AIS du Royaume-Uni a brièvement progressé lors des premiers tests. Anthropic reconnaît qu'empêcher totalement les contournements universels est sans doute impossible, mais vise à rendre les contournements restants assez lents et coûteux pour pouvoir les détecter et empêcher leur usage à grande échelle. Les aspects biologiques et chimiques sont intéressants car Anthropic fait preuve d'une prudence particulière ici. Ils ont testé la capacité de Mythos 5 à accomplir une étape difficile dans la conception de virus adéno-associés qui sont utilisés en thérapie génique.
Et voilà le truc. Ces modèles ont surpassé des modèles linguistiques spécialisés dans les protéines uniquement grâce à leur raisonnement biologique, même s'ils n'ont pas été explicitement entraînés pour cette tâche. C'est à la fois prometteur pour le développement thérapeutique et un peu effrayant, car cette même capacité pourrait permettre la conception de virus dangereux si elle tombait entre de mauvaises mains. Il y a aussi cette histoire de distillation, où quelqu'un tente d'extraire les capacités de Claude pour entraîner des modèles concurrents. Anthropic a repéré d'importantes tentatives de ce type venant de pays autoritaires. Si la distillation des capacités de Fable 5 devait réussir, cela pourrait entraîner la prolifération de capacités d'IA de pointe sans les garanties appropriées, ce qui est évidemment problématique. Maintenant, pour les personnes qui ont réellement besoin de toute la puissance illimitée de ces modèles, Anthropic lance Claude Mythos 5. C'est exactement le même modèle que Fable 5, mais avec les garde-fous levés dans certains domaines. Au départ, cela sera destiné aux organisations qui ont déjà été approuvées pour Mythos Preview via quelque chose appelé Project Glasswing, qui est réalisé en collaboration avec le gouvernement américain. Anthropic affirme que Mythos 5 possède les capacités de cybersécurité les plus avancées de tous les modèles au monde. Bientôt, il prévoit d'élargir l'accès grâce à un programme d'accès de confiance plus large, destiné à la fois aux organisations de cybersécurité et aux chercheurs en biologie. Le tarif pour les deux modèles est de 10 $ par million de jetons d'entrée et de 50 $ par million de jetons de sortie, soit le double du prix d'Opus, 4,8. C'est en fait moins de la moitié du prix de Claude Mythos Preview. Honnêtement, ce prix pourrait décourager un usage généralisé, mais certaines entreprises estiment que cela vaut le coup. Rakuten, une plateforme de récompense d'achat, a déclaré qu'au niveau d'effort le plus élevé, Fable réfléchit à son propre travail et le valide, et c'est ce qui rend possible des opérations hautement autonomes pour eux. La réflexion supplémentaire s'amortit seule. La nouvelle politique de conservation des données est importante. Pour Fable 5, Mythos 5 et les futurs modèles avec des niveaux de capacité similaires ou supérieurs, Anthropic exige une conservation des données de 30 jours pour tout le trafic, même pour les entreprises qui avaient auparavant des accords de conservation nuls. Ils affirment n'utiliser ces données que pour se protéger contre des attaques inédites, de nouveaux contournements et pour identifier et réduire les faux positifs sans les exploiter pour l'entraînement. Cela pourrait créer un précédent où l'accès à des modèles plus puissants impose des politiques obligatoires de conservation des données présentées comme mesure de sécurité. Le timing de tout cela est intéressant. Anthropic a récemment annoncé qu'ils ont déposé en toute confidentialité un projet de formulaire S1, ce qui signifie en gros qu'ils se préparent à une introduction en bourse. OpenAI a annoncé la même chose lundi, et SpaceX, qui inclut XAI d'Elon Musk, doit entrer en bourse vendredi. Toutes les grandes entreprises d'IA font ces grands mouvements simultanément. L'annonce initiale de Mythos par Anthropic en avril dernier a apparemment effrayé les marchés financiers et les gouvernements du monde entier, suscitant des inquiétudes quant au fait que les modèles d'IA avaient progressé au point de pouvoir découvrir d'importantes vulnérabilités dans les logiciels et la cybersécurité. Le président Trump a même signé un décret qui permet aux entreprises d'IA de donner volontairement au gouvernement fédéral l'accès aux modèles d'IA frontières jusqu'à 30 jours avant leur sortie, bien qu'il interdise explicitement au gouvernement d'imposer un examen obligatoire. Cette publication survient aussi après qu'Anthropic a appelé les grands laboratoires d'IA à instaurer une pédale de frein coordonnée sur l'IA frontière. Ils avertissent que les systèmes progressent si rapidement qu'ils pourraient bientôt atteindre l'amélioration récursive de soi, c'est-à-dire lorsque l'IA peut s'améliorer de manière autonome sans intervention humaine. C'est une perspective assez inquiétante quand on y pense. Pour les formules d'abonnement, Anthropic déploie les choses par étapes. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 juin, Fable 5 est inclus dans les formules Pro, Max, Équipe et Entreprise par siège, sans coût supplémentaire. Mais le 23 juin, ils retireront Fable 5 de ces formules et son utilisation après cette date nécessitera des crédits d'utilisation. Ils disent qu'ils prévoient de le rétablir comme fonctionnalité standard de l'abonnement dès que la capacité le permettra. Donc oui, c'est un développement assez majeur dans le domaine de l'IA. Nous voyons ces entreprises être aux prises avec des modèles qui deviennent tellement puissants qu'ils représentent réellement des risques s'ils sont utilisés de manière malveillante. Et elles essaient de trouver des moyens de les diffuser en toute sécurité tout en rendant la technologie accessible. Le Fable 5 d'Anthropic a un énorme problème, et cela devient l'une des controverses les plus étranges de l'année dans le domaine de l'IA. Le problème n'est pas que Fable 5 soit faible. Le problème, c'est que Fable 5 pourrait être si verrouillé, surveillé et filtré que les utilisateurs se demandent s'ils accèdent vraiment au modèle présenté par Anthropic.
Le problème, c'est que Fable 5 était censé être le grand moment d'Anthropic, la première véritable expérience publique de son IA de niveau mythique. C'était la première fois que des utilisateurs ordinaires accédaient à un modèle de ce niveau, avec des avancées majeures en codage, logique, ingénierie, vision et tâches complexes. Selon l'équipe produit d'Anthropic elle-même, Fable 5 offre des performances de pointe qui dépassent d'environ 10 à 20 points celles d'Opus 4.8 ou d'autres modèles de pointe dans certaines évaluations. Donc, sur le papier, c'est un énorme bond en avant. Mais presque immédiatement après le lancement, l'histoire a changé. Au lieu que tout le monde ne parle que de la puissance de Fable 5, Internet a commencé à parler de la fréquence à laquelle il refuse, se limite ou se restreint discrètement. Le premier souci concerne le classificateur de sécurité. Anthropic avait déjà signalé que les garde-fous de Fable 5 étaient très conservateurs. La société a indiqué que ces systèmes interceptaient parfois des requêtes inoffensives, mais que le taux de déclenchement devrait rester sous 5% en moyenne. Cela peut sembler peu, mais il y a un piège assez évident. Si Claude compte entre 18 et 30 millions d'utilisateurs dans le monde, même un tout petit pourcentage d'utilisateurs bloqués ou rétrogradés peut créer beaucoup de remous très rapidement. C'est exactement ce qui s'est produit. Les utilisateurs ont signalé des bugs, partagé des captures d'écran et se sont plaints que Fable 5 rejetait des requêtes inoffensives. L'un des exemples les plus viraux est venu de Mike Famulari, un chercheur principal à l'Institut de modélisation des maladies qui fait partie de la division santé mondiale de la Fondation Gates. Il a signalé que dans Claude Code, le classificateur de sécurité des entrées de Fable 5 déclenchait un refus du modèle dès le premier échange de presque chaque session sur son compte. Et lors d'une session, la seule entrée utilisateur était littéralement le mot « bonjour ». C'est le genre de chose qui fait aussitôt perdre confiance. Parce que si un modèle de pointe peut paniquer face à un simple salut, les utilisateurs commencent à se demander ce qu'ils pourraient mal interpréter d'autre. Et il n'était pas le seul. Le dépôt GitHub du code Claude a commencé à se remplir de rapports de bugs. Certains utilisateurs se sont plaints que les filtres de sécurité de Fable 5 provoquaient des faux positifs sur des messages normaux. Un rapport mentionnait que Fable 5 refusait d'aider à modifier un CV d'architecte en sécurité des applications. Un autre utilisateur a demandé son autorisation pour les systèmes de gestion hors laboratoire de recherche. Donc, ce n'était pas seulement une personne qui avait un problème étrange avec son compte. Beaucoup d'utilisateurs différents rencontraient le même type de problème. Ensuite, le côté biologie a commencé à exploser aussi. Dirya Unutmas, immunologiste et professeur au Jackson Laboratory for Genomic Medicine, a déclaré que le mot cancer était signalé comme un risque de biosécurité par Claude Fable 5. Et si vous travaillez en médecine, en biologie ou dans la recherche en santé, c'est évidemment un problème sérieux. Cancer n'est pas un mot-clé obscur. C'est l'un des sujets de recherche les plus courants et importants en sciences de la vie. Si un modèle considère ce mot comme une alerte de biosécurité, le travail scientifique devient vite pénible. C'est là que la première réaction négative est apparue. Anthropic a instauré des garde-fous pour éviter les usages dangereux, mais les utilisateurs trouvaient le système trop vigilant. Les chercheurs en sécurité se sentaient empêchés de faire leur travail de sécurité. Les utilisateurs en biomédecine se sentaient empêchés de faire leur travail en biologie. Les développeurs avaient l'impression que des tâches de programmation normales étaient bloquées. Certains plaisantaient en disant que Fable 5 était devenu si sûr qu'il était presque inutilisable, même dans les domaines professionnels où un modèle puissant devrait être précieux. Pour être juste envers Anthropic, la société avait indiqué dès le départ que des faux positifs surviendraient et qu'il travaillait à les réduire rapidement. Mais les faux positifs visibles ne sont que la première moitié de la controverse. La deuxième moitié compte davantage. Dans la fiche système de 319 pages de Fable 5 figurait une section sur les restrictions du développement de l'IA avancée. C'est alors que les gens ont accusé Anthropic de bien plus qu'un simple filtrage de sécurité. Pour la cybersécurité, la biologie, la chimie et certaines tentatives de distillation, Fable 5 peut visiblement revenir à Opus 4.8, l'utilisateur en est informé. C'est agaçant, mais au moins vous savez que le modèle a changé. L'interface indique un changement. Mais pour certaines tâches de développement d'IA de pointe, la fiche système a décrit un autre type d'intervention. Au lieu de changer de modèle de façon visible ou de refuser, Fable 5 pourrait limiter l'efficacité de Claude grâce à des méthodes comme la modification des invites, les vecteurs de guidage ou le fine-tuning économe en paramètres, aussi appelé PEFT. En termes simples, Anthropic peut discrètement rendre le modèle moins utile dans certains domaines avancés de l'IA sans en informer l'utilisateur. C'est cette partie qui a fait bondir. Les sujets incluent les pipelines de pré-entraînement à grande échelle,
l'infrastructure d'entraînement distribuée et la conception d'accélérateurs ou de puces pour l'apprentissage automatique. Ce ne sont pas des questions de consommateurs ordinaires. Ce sont le genre de sujets qui comptent si vous essayez de construire des systèmes d'IA de pointe. La position d'Anthropic est que ces mesures visent à éviter une accélération dangereuse, l'abus par des adversaires étrangers et l'utilisation de Claude pour créer des modèles concurrents. Mais les critiques pensent autrement. Ils y ont vu un sabotage secret. La raison est simple. Si un modèle refuse de répondre, l'utilisateur sait qu'il a refusé. S'il passe à Opus 4.8, l'utilisateur sait qu'il n'obtient plus la version complète de Fable 5. Si le modèle affaiblit discrètement sa réponse, l'utilisateur peut juste croire qu'il a mal répondu. Ils n'ont aucun moyen clair de savoir si Fable 5 a échoué naturellement ou si Anthropic l'a délibérément limité en arrière-plan. Cela crée un problème de confiance très gênant. Clémerit a expliqué que Fable 5 sabote discrètement ses réponses quand il repère des projets en IA ou apprentissage automatique. Sa plainte était qu'il n'y a ni refus, ni avertissement, juste une dégradation volontaire qui est invisible pour l'utilisateur. Et Thomas Claburn du Register a fait une comparaison encore plus incisive. Il a écrit que modifier les prompts sans avertissement ressemble à une attaque de l'homme du milieu, même si cela se passe ici dans le produit d'Anthropic. Cela peut sembler sévère, mais le point est évident. Si l'utilisateur envoie un prompt et que le système modifie discrètement son traitement, l'utilisateur n'a plus un outil totalement transparent. Anthropic avait initialement estimé que cette protection invisible affecterait environ 0,03% du trafic, concentré dans moins de 0,1% des organisations. L'entreprise affirmait que c'était très limité, ciblé et réservé aux risques extrêmes du développement de pointe. Mais la communauté de l'IA n'a pas réagi calmement. Nathan Lambert, chercheur reconnu dans les modèles ouverts et ex-employé de AA2, a été l'un des critiques les plus virulents. Il a soutenu que le fait de se voir retirer, de manière détournée, l'accès à des modèles de pointe pour ses propres travaux était révoltant. Il a déclaré que cela donnait à Anthropic une image anti-science, anti-progrès et anti-sécurité. Cette partie est importante. Lambert ne dit pas juste « je veux une IA sans restriction ». Il soutient que le progrès scientifique et la recherche en sécurité IA nécessitent que des chercheurs sérieux étudient et développent des systèmes avancés. Si une entreprise privée utilise le meilleur modèle pour ses travaux de pointe tout en limitant discrètement l'accès aux autres, l'écart entre le laboratoire principal et le reste de l'écosystème s'accentue. Dean Ball, chercheur principal à la Fondation pour l'innovation américaine et ex-conseiller principal en politique au Bureau de la science et de la technologie de la Maison-Blanche, a aussi critiqué cette politique. Il a affirmé que le sabotage secret d'Anthropic renforce l'idée que la sécurité de l'IA peut servir d'argument marketing pour justifier des comportements monopolistiques de la part des grands laboratoires. Jeremy Howard, directeur de FastIA, a partagé un point de vue similaire sous un autre angle. Il a soutenu qu'Anthropic s'autorise, en tant que laboratoire de pointe actuel, à utiliser son meilleur modèle pour la recherche sur l'IA de pointe, tout en affirmant qu'il saboterait ceux qui essaieraient de faire de même. À son avis, cela signifie que la frontière de l'IA continue de progresser, mais que le pouvoir devient plus concentré. Même d'anciens employés d'Anthropic se sont joints aux critiques. Benham Nishibur, qui a auparavant co-dirigé les efforts des scientifiques en IA chez Anthropic, a publié des exemples de ce que cela pourrait donner en pratique. Vous travaillez sur l'IA pour le cancer ? Le modèle peut soudainement perdre en utilité. En travaillant sur l'IA pour Alzheimer, la partie IA devient plus difficile. Son point plus large était que concentrer ses capacités ralentit le progrès scientifique et technologique et peut être globalement négatif pour l'humanité. Et c'est pourquoi cette controverse est devenue plus importante que quelques faux positifs. Les faux positifs ont rendu Fable 5 agaçant, la dégradation invisible l'a rendu peu fiable. Pourtant, tout le monde n'a pas réagi négativement. Ethan Mollick, professeur à Wharton spécialisé en IA et innovation, s'est surtout intéressé aux capacités. Il a affirmé que Claude Fable 5 dépassait nettement tous les autres modèles publics qu'il avait testés. André Karpathy, qui a récemment rejoint Anthropic, a qualifié Fable 5 de sortie extrêmement enthousiasmante et l'a décrite comme une mise à jour majeure, représentant un vrai bond en avant. Même Karpathy a admis que le modèle présentait des bizarreries et que les garde-fous étaient trop sensibles au lancement. C'est sans doute la version la plus équilibrée de la situation. Fable 5 pourrait vraiment être incroyable, mais il se peut aussi qu'il soit trop filtré, trop sensible et, dans certains domaines, trop opaque. Anthropic a finalement dû répondre. La société a reconnu auprès du Register avoir rendu ses mesures de sécurité trop strictes.
Anthropic a aussi annoncé modifier les mesures de sécurité de Fable 5 pour le développement de LLM de pointe afin de les rendre publiques. À partir de cette semaine, les requêtes signalées reviendront visiblement à Opus 4.8. Sur l'API, les requêtes signalées indiqueront une raison pour le refus. Anthropic a déclaré que les utilisateurs le verront chaque fois que cela arrivera. C'est un sérieux retour en arrière. Anthropic a également précisé ce que ces mesures de protection sont censées couvrir. Selon l'entreprise, les restrictions en vigueur concernent peu de tâches, telles que les travaux à l'échelle des modèles de pointe, les pipelines de données LLM et le développement de noyaux pour certains types de puces non standards. Ils ont indiqué que le but est d'empêcher des adversaires étrangers d'utiliser les modèles Claude les plus performants de façon à présenter de graves risques pour la sécurité. Ils ont souligné l'avantage des États-Unis et de leurs alliés dans les puces avancées et les logiciels optimisés qui les exploitent pleinement. Dans la perspective d'Anthropic, ces mesures de protection permettent de s'assurer que Claude n'est pas utilisé pour réduire cet avantage, par exemple en optimisant des puces développées par des adversaires. Anthropic affirme que ces protections permettent de faire respecter ces conditions, qui interdisent d'utiliser ces modèles pour créer des IA concurrentes. Et pour être honnête, ce genre de restriction est assez courant chez les principaux fournisseurs d'IA. Anthropic a ensuite reconnu l'erreur principale. Ils ont dit qu'ils avaient dû choisir entre des garde-fous cachés et visibles. Un garde-fou caché est plus difficile à sonder et à contourner, donc il peut être ciblé plus précisément. Un garde-fou visible doit être plus large pour être plus robuste, ce qui peut entraîner davantage de faux positifs. Anthropic a reconnu un mauvais compromis et s'est excusé de ne pas avoir trouvé le bon équilibre. Ils ont également mis à jour les chiffres. Au lieu de l'estimation précédente de la carte système d'environ 0,03% du trafic, Anthropic a indiqué que l'utilisation actuelle montre que le classificateur se déclenche sur environ 0,05% des tâches et affecte moins de 0,05% des organisations. Encore une fois, cela semble minime, mais le chiffre absolu n'est pas le seul problème. Le vrai problème, c'est le principe. Les utilisateurs veulent savoir quand le modèle est limité. Les développeurs veulent savoir si une réponse est vraiment faible ou affaiblie volontairement. Les chercheurs veulent savoir si leur travail est jugé suspect. Les entreprises veulent savoir si elles peuvent faire confiance à un modèle dont le comportement peut varier selon des règles cachées. Cela explique aussi pourquoi la communauté open source a réagi si fortement. Pour les chercheurs open source, Fable 5 illustre parfaitement ce qu'ils redoutaient. Les modèles fermés cachent non seulement les poids, mais aussi le comportement. Une entreprise peut ajouter des classificateurs, des couches de pilotage, des systèmes de routage et des limitations invisibles, et les utilisateurs ne le remarquent que lorsque le résultat devient soudainement incorrect. Avec des modèles ouverts comme Llama, DeepSeek, Qwen et le nouveau Nemotron 3 Ultra de Nvidia, l'argument est différent. Vous pouvez toujours avoir des préoccupations concernant la sécurité, vous pouvez toujours craindre des abus, mais il n'y a plus de transparence. Vous pouvez exécuter, tester, inspecter et peaufiner le modèle localement, sans craindre qu'une entreprise privée change soudainement les règles. Et le timing est brutal pour Anthropic. Juste avant cette controverse, Nvidia a sorti Nemotron 3 Ultra, son premier modèle open source phare. Ensuite, Fable 5 est lancé, et en quelques heures, des gens accusent Anthropic de limiter secrètement les performances, de cacher des systèmes anti-concurrence et de traiter les chercheurs en IA comme des voleurs potentiels. Cela ne signifie pas que l'open source gagne toujours. Les modèles fermés dominent encore de nombreux secteurs. Fable 5 demeure sans doute l'un des modèles publics les plus puissants. Anthropic a involontairement envoyé un message clair aux partisans de l'open source. Sans accès au modèle, il est impossible de savoir vraiment quand il est limité. C'est peut-être le véritable préjudice durable. Ce lancement devait prouver qu'Anthropic pouvait rendre une intelligence de niveau mythos accessible en toute sécurité. Mais il a surtout montré la difficulté d'atteindre cet équilibre. Diffuser trop librement le modèle expose à des abus. Trop de restrictions bloquent les utilisateurs ordinaires. Ajoutez des protections invisibles et les chercheurs vous accusent de sabotage. Rendre ces protections visibles permettrait aux personnes mal intentionnées de les contourner. C'est le triangle impossible dans lequel Anthropic est coincé. Capacité, sécurité et confiance. Fable 5 dispose clairement de cette capacité. Anthropic investit beaucoup dans la sécurité, mais la confiance a diminué, car les utilisateurs ont constaté que le modèle pouvait être modifié sans explication claire. La question sur Fable 5 a évolué. Il ne s'agit plus seulement de savoir si ce modèle est intelligent. La vraie question est, quand Fable 5 vous donne une réponse, recevez-vous le véritable Fable 5, une version opus dégradée en secours, ou une version discrètement affaiblie du modèle ?
Anthropic s'est excusé et a promis de rendre publiques ses mesures de sécurité pour l'IA Frontier. C'est la bonne décision. Mais le fait que cela ait dû se produire après la réaction négative nous en dit long sur la direction que prend l'IA. La prochaine génération de modèles d'IA sera suffisamment puissante pour que les entreprises veuillent contrôler non seulement qui les utilise, mais aussi à quel point elles peuvent être intelligentes dans des situations spécifiques. Et les utilisateurs, les chercheurs et les développeurs vont fortement réagir lorsque ce contrôle s'exercera dans les coulisses. La course à l'IA pourrait entrer dans une nouvelle phase étrange. Pendant des années, tout le monde s'est focalisé sur le modèle lui-même. Désormais, certains grands noms de l'IA se concentrent sur autre chose. Ils appellent ça le harness engineering. Parce qu'apparemment, le même modèle d'IA peut devenir jusqu'à 6 fois plus efficace simplement en changeant le système qui l'entoure. Même modèle, même capacité brute, résultat complètement différent. Donc la question devient, quelle est la vraie différence? Cette différence, c'est le système autour du modèle. La manière la plus simple de comprendre cela est la suivante. Le modèle est le moteur d'intelligence, tandis que le système autour du modèle désigne tout ce qui l'entoure et transforme cette intelligence en résultat fiable. Il comprend les règles, les outils, la mémoire, les bibliothèques de compétences, les systèmes de vérification, la gestion du contexte, les autorisations, les chemins de repli, les journaux d'audit et les boucles de rétroaction. Tout cela guide le modèle, avant qu'il n'agisse, pendant qu'il agit et après qu'il ait donné une réponse. Michel Hashimoto, le cofondateur de HashiCorp et créateur de Terraform, a contribué à populariser le terme au plus tôt en 2026. Sa formulation était très directe. Lorsqu'un agent IA fait une erreur, la solution ne devrait pas être de simplement relancer la même invite en espérant que cela fonctionne la prochaine fois. La meilleure solution est de changer le système pour faire en sorte que toute cette catégorie d'erreurs cesse de revenir. C'est ça le véritable changement ici. L'ingénierie des prompts vise à obtenir de bons résultats en une seule interaction, tandis que le harness engineering crée un cadre pour que le modèle agisse correctement sur la durée. C'est la différence entre corriger une IA ponctuellement et concevoir le système pour rendre la même erreur bien plus difficile à reproduire. C'est pourquoi l'expression s'est vite répandue. OpenAI, Anthropic, LangChain et d'autres acteurs de l'industrie de l'IA avancent tous dans cette direction, même s'ils utilisent parfois des mots légèrement différents. OpenAI a publié son propre essai sur cette idée et a décrit comment cela fonctionne dans de grands flux de travail de génération de code. Selon un article, OpenAI a traité environ 1 million de lignes de code et près de 1500 pull requests en 5 mois, les humains s'éloignant de l'écriture manuelle de chaque ligne pour plutôt façonner l'environnement autour de l'agent. LangChain a résumé l'idée en un message simple que les gens pouvaient répéter. Le site de Martin Fowler lui a donné un cadre d'ingénierie plus formel. Anthropic a souvent été plus pratique que terminologique, en se concentrant sur les systèmes réels et les couches de sécurité plutôt que sur l'étiquette elle-même. Et cela compte, car l'ingénierie d'orchestration n'est pas juste un nouveau mot à la mode pour le prompting classique. Le prompting, le contexte et le travail d'orchestration sont liés, mais ce ne sont pas la même chose. Modifier les mots lus par le modèle, c'est travailler sur le prompt. Si vous modifiez les informations que le modèle reçoit, c'est du travail sur le contexte. Mais si vous modifiez la structure invisible autour du modèle, comme les outils qu'il peut utiliser, les vérifications qu'il doit passer, la mémoire à laquelle il peut faire confiance, les autorisations qu'il possède et le processus de récupération en cas de problème, c'est du travail d'orchestration. Un outil en soi ne constitue pas le système d'orchestration. Un serveur MCP en soi ne constitue pas le système d'orchestration. Une bibliothèque de compétences en soi ne constitue pas le système d'orchestration. Ce sont des composants. Le système d'orchestration est l'ensemble assemblé qui décide comment tous ces éléments fonctionnent ensemble. Et c'est là que la course à l'IA commence à prendre une tournure très différente. Une étude de Stanford et Tsinghua a montré que le même modèle, selon le système d'orchestration utilisé, pouvait avoir des performances 6 fois différentes, bien que le modèle reste identique. C'est la structure autour qui a changé. C'est un résultat majeur, car cela suggère qu'à mesure que les modèles de pointe deviennent plus largement disponibles et similaires en termes de capacité, l'avantage revient à l'équipe qui construit le meilleur système autour d'eux. Cela aide aussi à expliquer pourquoi l'adoption de l'IA dans l'économie semble encore étrange. D'un côté, Goldman Sachs a soutenu en avril 2023 que l'IA générative pourrait augmenter le PIB mondial de 7%, soit près de 7 000 milliards de dollars sur une décennie. C'est une affirmation macroéconomique énorme. En avril 2024, Goldman a indiqué que seuls 4% des entreprises américaines avaient adopté l'IA générative. Même dans les services d'information, où l'on pourrait s'attendre à un taux d'adoption beaucoup plus élevé, le chiffre n'était que de 16%, avec 23% attendus dans les 6 mois. La promesse est immense, mais le déploiement reste inégal.
Cet écart ne porte pas uniquement sur l'accès au modèle, car de nombreuses entreprises y ont maintenant accès. Le principal problème est l'absence de couche système, permettant de transformer les capacités de l'IA en productivité reproductible. Le modèle peut être puissant, mais sans le cadre adéquat, il reste fragile. Il peut répondre à une question, générer un fichier, écrire un morceau de code ou résumer un document. Mais il peut avoir du mal à fonctionner de manière fiable dans un véritable flux de travail, avec la mémoire, les autorisations, les outils, les délais, les cas limites et les conséquences. Ceci est surtout évident avec l'IA agentique. Un chatbot classique donne une réponse. Un agent doit fonctionner sur la durée. Il peut avoir besoin d'ouvrir un terminal, de rechercher des fichiers, de lire de la documentation, d'écrire du code, de tester le résultat, d'appeler une API, de mettre à jour une base de données, de demander des précisions, de mémoriser des informations, de récupérer après l'échec d'une commande, et décider si une action est sûre avant d'intervenir en production. Une fois qu'un modèle d'IA est intégré dans des outils, des navigateurs, des terminaux, des dépôts, des mémoires et des services externes, son comportement n'est plus déterminé uniquement par le modèle lui-même. Il dépend de l'ensemble du système. Un article de Lucy Berkeley affirme que pour l'IA agentique, augmenter la taille du modèle ne suffit plus à tout expliquer, contrairement au chatbot classique où c'est surtout le modèle qui importe. Mais dès qu'une IA devient un agent, qu'elle commence à utiliser des outils, à ouvrir des fichiers, à exécuter des commandes, à se souvenir de choses et à agir, le modèle n'est plus qu'une partie de la machine. L'article indique que le prochain obstacle majeur sera la mise à l'échelle du système, autrement dit de l'infrastructure d'orchestration. Un agent a besoin de plusieurs couches fonctionnant ensemble, le LLM comme moteur de raisonnement et une mémoire pour se rappeler des informations utiles entre tâches. Il lui faut un système de contexte pour savoir quelles informations présenter au modèle et lesquelles laisser de côté. Il lui faut un système d'aiguillage pour choisir le bon outil ou flux de travail au bon moment. Il lui faut une boucle d'orchestration qui contrôle la séquence des étapes. Des mécanismes de vérification et de gouvernance sont nécessaires pour empêcher l'agent d'agir sans contrôle, autorisation, journaux ou possibilité de retour. Ça paraît technique, mais c'est déjà en train de se produire dans des systèmes d'IA sérieux. Claude Code, OpenCloud et CheetahClaus sont différents types de systèmes d'agents, mais ils sont tous confrontés au même problème fondamental. Comment contrôler ce que l'IA voit, retient, utilise, vérifie et modifie? Et le premier problème majeur, c'est le contexte. Beaucoup pensent qu'une fenêtre de contexte plus grande améliore automatiquement un agent d'IA, mais l'article de l'Université de Californie à Berkeley avance un argument plus précis. Le plus difficile n'est pas d'augmenter les jetons du modèle. La difficulté, c'est de lui donner les bons jetons. Une fenêtre de contexte d'1 million de jetons n'aide pas beaucoup si les détails utiles sont enfouis sous d'anciens journaux, des notes obsolètes, des fichiers sans rapport et des informations contradictoires. C'est là qu'intervient la dégradation du contexte. Le modèle possède techniquement l'information quelque part dans la fenêtre, mais le signal était noyé dans le bruit. C'est pourquoi les systèmes réels agissent déjà contre ce problème. Des analyses récentes du code de Claude révèlent un compactage à 5 niveaux, incluant le micro-compactage pour nettoyer les anciens résultats, et l'effondrement du contexte pour résumer de longues conversations. Et lorsqu'un outil produit une sortie massive, comme un énorme journal d'erreurs serveur, le système ne déverse pas simplement tout dans le modèle. Il peut sauvegarder le fichier entier sur le disque et fournir d'abord au modèle un aperçu de 8 kilooctets. Ainsi, l'agent se comporte davantage comme un développeur. Il vérifie le début du journal, comprend la nature du problème, puis approfondit uniquement si nécessaire. Le deuxième problème, c'est la mémoire. La mémoire est utile, mais une mauvaise mémoire peut être dangereuse. Un agent pourrait se souvenir d'une vieille note sur le fonctionnement d'une base de code, ne pas remarquer que le code a été refactorisé hier, puis appliquer avec assurance la mauvaise correction. L'article parle du problème de la mémoire périmée, mais jugée fiable. L'agent croit à une mémoire dépassée vraie. Ainsi, un cadre sérieux traite la mémoire avec méfiance. Un fichier du type mémoire.md devrait servir davantage d'indications que de faits. Avant toute modification ou action risquée, l'agent doit vérifier l'environnement en temps réel et s'assurer de l'exactitude de la mémoire. Certains systèmes nettoient la mémoire en arrière-plan durant l'inactivité, éliminant les contradictions, compressant les leçons utiles et évitant à l'agent d'accumuler des informations obsolètes ou désordonnées. Le troisième problème concerne les compétences. Ajouter des compétences à un agent paraît une amélioration évidente, mais cela pose un autre problème, choisir la bonne. L'agent doit savoir quelles compétences utiliser, quand l'utiliser, comment la combiner à d'autres et comment vérifier le résultat. Un outil spécialisé peut produire une réponse qui semble convaincante et utile tout en étant complètement fausse.
Le vrai problème n'est pas d'avoir des compétences, mais de les orienter et vérifier. L'ingénierie du cadre est utile ici. Un cadre solide ne donne pas juste plus d'outils au modèle, il les relie à des vérifications. La tâche a-t-elle vraiment été accomplie? La sortie était-elle conforme à la demande? Le système a-t-il changé en toute sécurité? Le résultat de l'outil a-t-il été vérifié? L'agent est-il même autorisé à continuer? Et maintenant, les chercheurs vont encore plus loin. Ils se demandent si les agents IA peuvent améliorer leur propre cadre à partir de leur expérience. C'est là qu'intervient l'optimisation rétrospective du cadre, ou RHO. Un nouvel article de Microsoft Research Asia et de la City University of Hong Kong présente la RHO comme une méthode permettant à un agent d'améliorer son cadre en revenant sur son propre travail passé. Au lieu d'avoir besoin d'un ensemble de validations annotées avec les bonnes réponses, le système étudie d'anciennes trajectoires, identifie des tâches difficiles et variées, les relance, compare différentes tentatives, diagnostique ce qui n'a pas fonctionné et propose des mises à jour du cadre. La partie clé est que RHO n'a pas besoin d'annotation de référence. Il s'appuie sur la préférence de l'agent entre différentes tentatives. Il sélectionne d'abord un groupe restreint de tâches passées, à la fois difficiles et variées. L'article présente la méthode DPP pour équilibrer la difficulté et la variété, car se concentrer sur les tâches difficiles cible un seul type d'échec, tandis que viser la variété peut négliger des problèmes majeurs. Il tente chaque tâche plusieurs fois et recherche 2 signaux. L'auto-validation évalue si l'agent a bien accompli la tâche et détecte les fausses suppositions, appel d'outils erronés ou arrêt prématuré. L'autocohérence compare différentes tentatives sur la même tâche et recherche des divergences majeures dans le plan, les outils utilisés ou la réponse finale. Ces signaux servent d'instruction pour améliorer le système. Ensuite, RHO génère plusieurs cadres de travail candidats, les teste par rapport à l'ancien et conserve le candidat qui donne de meilleurs résultats, mais seulement si le score est réellement positif, afin de ne pas modifier l'agent de façon aléatoire. Il se sert des échecs passés pour guider l'apprentissage du système autour du modèle. Les résultats rendent cela difficile à ignorer. En utilisant Codex avec GPT 5,5 RHO, a amélioré SWI Bench Pro de 0,59 à 0,78 sans évaluation externe, et il a également amélioré Terminal Bench 2 et Gaia 2. Donc les progrès se sont manifestés dans le codage, le travail technique et les tâches de connaissance. Ce qui rend cela plus intéressant, c'est que RHO ne donnait pas seulement plus de mémoire à l'agent, il modifiait aussi le système, les outils, compétences, instructions et vérifications qui déterminent son fonctionnement. Après optimisation, l'agent contrôlait plus fréquemment son travail, utilisait mieux les outils et obtenait de meilleurs résultats sur les tâches longues, où les agents classiques perdent souvent en efficacité. Les agents du futur pourraient progresser en s'appuyant sur leur expérience passée, marquant ainsi un changement majeur. Chaque tâche laisse une trace, chaque échec laisse un indice, et les erreurs répétées peuvent devenir des mises à jour du système lui-même. Bien sûr, cela crée aussi des risques. Si une IA adapte son comportement selon ses jugements, elle peut aussi renforcer de mauvaises habitudes ou des raccourcis risqués. Les systèmes sérieux nécessitent toujours des journaux d'audit, une approbation humaine et des contrôles de sécurité. La prochaine phase de l'IA sera peut-être gagnée par celui qui créera le meilleur dispositif d'encadrement du modèle. Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si cela a changé votre vision des agents IA. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.